Donc, selon la tradition horaire de cette délégation, je salue tous mes collègues qui sont là. Et puis, je voulais vous dire vraiment le réel plaisir qui est le nôtre de cette séquence particulière qui illustre et concrétise ce partenariat que nous avons souhaité entre l'INET et le Sénat. Moi, je crois beaucoup à la porosité des frontières, si je puis dire, dans la mesure où l'action publique nécessite, quand je dis beaucoup d'intelligence, c'est-à-dire beaucoup de volonté, de travail collaboratif et de compréhension entre, on va dire, la fonction d'État, ceux qui fabriquent la loi, comme nous et vous. Plus on se connaît, plus on s'apprécie et mieux on comprend le spectre de ceux avec qui nous sommes amenés à dialoguer. Donc, c'est vraiment une très grande joie que ce partenariat avec l'INET, parce que vous serez aujourd'hui ou demain les cadres supérieurs des collectivités territoriales, donc vous aurez peut-être à subir nos œuvres en quelque sorte, et nous avons à prendre conscience de l'univers qui est le vôtre. Et je ferai juste une parenthèse. Hier, au titre de la commission des lois, nous rendions un rapport sur la métropole de Marseille, et nous voyons dans voilà, cette mission que nous avons faite, la nécessité de permettre aux élus locaux de construire leurs projets, d'avancer, et que parfois il convient que l'État encourage, facilite, accompagne cette marche territoriale, et combien vous, les fonctionnaires, vous êtes au milieu de tout ça. Et donc le sujet qui vous a été proposé est un sujet qui porte sur l'un des projets collectifs associés à votre formation. Et donc vous êtes allé à la rencontre de nombreux territoires, différents et variés, et je salue quelques éminents représentants, dont notre ancien collègue de cette. Donc cette idée adossée à un sujet attractif, à savoir l'intégration de la préoccupation environnementale dans la conception des politiques des collectivités, a suscité votre intérêt, et je pense que la transition écologique se fera sans aucun doute à partir d'une volonté nationale affirmée, mais elle ne pourra se faire très concrètement que par une action forte, déterminée et persévérante de nos territoires. Et donc vous permettez ainsi d'irriguer, on va dire, nos travaux de ce souci d'opérationnalité, c'est-à-dire entre la pensée et l'action, il est nécessaire de croiser les regards. Donc vous avez passé 3 mois au sein de la délégation, et je remercie Marc Ledor et toute son équipe pour l'accueil chaleureux et attentif qu'ils ont eu à votre égard. Et surtout, vous avez arpenté la France, et pour cette chambre qui est la Chambre des territoires, c'est une richesse. Vous avez en plus ce regard neuf et ce regard d'étonnement qui nous aide parfois utilement disruptif, et vous allez nous présenter vos travaux. Donc il est important que cette séquence soit la plus interactive possible, et vraiment je suis heureuse que les collègues puissent voilà, à la fois saluer votre travail, mais échanger avec vous. Et nous parlerons sans doute d'approche budgétaire, de la participation des citoyens, ce qui est un enjeu majeur bien au-delà de la transition écologique, et de l'évaluation, qui est vraiment pour nous ici à la délégation, mais ailleurs au Sénat, une obsession. Et tout cela sera accompagné du témoignage d'un acteur de terrain qui peut être un élu ou un fonctionnaire. Cette forme qui va donc privilégier le débat, ce qui va faire que je ne vais guère m'attarder, mais c'est un temps, je crois, de préparation originale, c'est la première fois que nous le faisons, et extrêmement utile pour les travaux que nos collègues Guy Benaroche, Laurent Burgoa et Pascal Martin vont entamer à partir du printemps prochain. Merci beaucoup. Alors, qui sont les élus qui sont parmi nous ce matin?
Ils sont en visio. Voilà, très bien. Donc je vous salue tous et au fur et à mesure, nous verrons sans doute vos visages apparaître. Donc je crois que c'est Alban qui fait une courte introduction. Merci Alban. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs, vous êtes donc en présence ce matin des 4 membres accueillis par le Sénat du projet collectif de l'Institut national des études territoriales, l'INET, qui est, comme vous l'avez dit, l'organisme de formation des futurs cadres supérieurs des collectivités locales. Débuté le 10 octobre dernier, notre mission s'achève aujourd'hui par ce temps de restitution finale de nos travaux. L'objet de notre mission était d'explorer l'intégration de la préoccupation environnementale dans la conception des politiques publiques des collectivités territoriales. Nous nous sommes intéressés aux bonnes pratiques mises en œuvre localement pour nourrir notre propre réflexion. Et nous tenons à adresser nos sincères remerciements d'abord à vous, Madame la Présidente, ainsi qu'au service du Sénat, pour la qualité de votre accueil, ainsi que pour votre accompagnement tout au long de cette mission. Avant d'entrer plus avant dans l'exposé liminaire de cette restitution, nous allons très brièvement nous présenter. À cette fin, j'invite mes collègues à engager ce tour de présentation. Audrey Scofoni, donc élève ingénieur en chef, qui a travaillé précédemment 18 ans en collectivité territoriale dans différentes strates et un détachement à l'État, et comme fil conducteur ayant toujours travaillé dans la transition écologique. Steve Decam, élève conservateur territorial de bibliothèque, dernièrement directeur de bibliothèque. Mes points d'entrée pratiques dans la transition écologique sont l'accompagnement du patrimoine bâti dans les enjeux de transition et puis bien sûr la médiation de la transition écologique pour rendre appétants les citoyens dans la pratique de la citoyenneté. Benjamin Maccioni, une première partie dédiée à l'international sur de l'événementiel et puis un retour en France en tant que coordinateur du secrétariat français de l'UNESCO et depuis une petite dizaine d'années au service des territoires, communes, communautés de communes et aujourd'hui communautés d'agglomération sur les thématiques marketing, développement local et attractivité. Et pour ma part, Alban Barry, élève administrateur, j'ai reçu une formation académique à Sciences Po Paris, à la Sorbonne, au King's College de Londres. Je suis également une prépéna avant d'intégrer l'INET et j'ai connu plusieurs expériences professionnelles au sein d'administration centrale de l'État au travers de différents stages et une expérience de chargé de mission au sein du cabinet du maire de Lyon avant d'intégrer donc l'INET. Nous allons à présent vous présenter les différents objectifs qui ont été poursuivis par notre mission. D'une part, nous avons souhaité proposer une réflexion ancrée dans des enjeux concrets pour les collectivités locales. D'autre part, nous avons tenu à élaborer une cartographie des initiatives notables en matière de transition environnementale, ainsi qu'un guide pratique susceptible d'intéresser tant l'élu local que le cadre d'administration territoriale. Un objectif que nous avons poursuivi a été aussi de porter à votre attention toute la diversité des approches politiques et géographiques des territoires en France sur ces sujets. Et nos travaux se sont nourris de différents rapports antérieurs. Nous ne partions pas d'une page blanche. Nous sommes appuyés sur les travaux de France Stratégie, notamment dans son rapport publié en mai 2022. Les travaux de votre délégation, notamment les rapports d'information portant sur la démocratie implicative et l'État territorial, ont également pu être des sources d'inspiration pour nous. Enfin, les travaux de l'ANCT et de l'ADEME ont pu enrichir notre réflexion collective. Nous avons rencontré 36 collectivités locales pour un total de près de 50 entretiens, donc dans les 2 mois et demi de cette mission. Et nous avons mis un point d'honneur à restituer le plus fidèlement possible la complexité de l'action publique locale de transition. Élus locaux et cadres administratifs, collectivités urbaines comme rurales, de strates communales, intercommunales, départementales, régionales, de sensibilités politiques multiples. Notre panel répond à une exigence de représentation des différentes traductions de la transition écologique au niveau local. Et nous tenons à cet égard à remercier messieurs les sénateurs Burgoa, Benaroche et Martin qui ont accepté de jouer le jeu de la discussion avec nous dans le cadre de notre mission. Notre rapport retracera le grand nombre de thèmes associés à la transition environnementale, eu égard aux territoires que nous avons abordés lors de nos déplacements et entretiens. Mais ce matin, nous avons fait le choix de concentrer les débats sur 3 thèmes, lors de 3 séquences de 30 minutes chacune. Premièrement, la vision budgétaire et financière de la transition. Deuxièmement, la relation entre démocratie implicative, concept issu des travaux de votre délégation, Madame la Présidente, et transition environnementale. Troisièmement, le rôle de l'évaluation territoriale des actions de transition.
Sans plus attendre, je cède à présent la parole à Benjamin qui va vous présenter notre premier champ d'exploration de la matinée sur la thématique budget et finances. Nous avons souhaité introduire ces 3 tables rondes par une citation de Jean Monnet, précisant que les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Cette phrase est à moitié vraie et en même temps à moitié fausse, puisque nous avons pu voir et constater toute l'intelligence d'action qui était développée dans les territoires. Et c'est justement tout l'intérêt de ces 3 tables rondes de pouvoir illustrer cette audace qui a pu être mise en avant par ce tour de territoire. Tout d'abord, cette première table ronde tournera autour d'une question. Est-ce que l'approche budgétaire traditionnelle est devenue obsolète ? À l'image des 36 collectivités que nous avons rencontrées, les territoires jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la transition environnementale. Or, elles n'ont pas toujours les moyens pour agir. La conviction que nous avons pu développer dans ces échanges, c'est que l'approche budgétaire traditionnelle touche à ses limites face à l'ampleur aujourd'hui nouvelle des enjeux. Élus et DGS interrogés posent la question de l'obsolescence de l'approche actuelle et du besoin d'une vision nouvelle. Tout d'abord, quelques constats. Premièrement, les budgets des collectivités sont morcelés par direction et services, sans un budget transverse autour de la transition environnementale identifiée. Les financements sont en silo. Cette captation induit en miroir une gestion budgétaire sectorielle et compartimentée. La budgétisation environnementale est rare, sauf là où l'ingénierie le permet, dans les grandes strates, métropoles, départements, régions. Aujourd'hui, force est de constater sur l'ensemble des territoires qu'il n'existe pas à l'heure actuelle de process financier valorisant, justement pour permettre de bonifier les collectivités investissant dans la transition environnementale. Il y a aussi une absence d'anticipation de manière globale face au verdissement des portefeuilles bancaires permettant à court terme justement des prêts et emprunts à taux bonifiés. Et enfin, de manière générale, il est clair que la soutenabilité est vécue comme punitive et au lieu d'être vertueuse et bonifiée pour l'ensemble des administrations et des collectivités. Alors, quelles sont les bonnes pratiques budgétaires de terrain issues de ce Tour de France des territoires ? Vous retrouverez dans notre rapport écrit donc plusieurs situations dans lesquelles les collectivités ont fait preuve d'audace, d'ambition au quotidien pour financer leurs projets de transition. Ce matin, nous avons décidé de n'en mettre que 4 en lumière, justement liés d'amont en aval au process budgétaire. Alors, tout d'abord, premier constat sur ces bonnes pratiques, il existe justement une refonte des budgets au profit de la création de budgets verts pour penser les investissements, donc dès leur création avec le prisme de leur impact sur l'environnement. La deuxième bonne pratique constatée, c'est la définition de critères environnementaux forts dans le processus de commande et d'achat public pour favoriser et accompagner les entreprises, ayant elles aussi fait le choix de cette dynamique. Troisième bonne pratique, désormais, il existe une véritable sensibilisation et une formation des agents, et notamment des agents des directions finances, qui étaient jusqu'à présent considérés simplement comme des personnes ressources. Et enfin, quatrième bonne pratique, la présence dans les collectivités et les administrations de nouvelles compétences, comme celle d'économes de flux, justement pour permettre de générer de nouvelles recettes par les économies d'énergie ou grâce à de nouvelles formes de ressources financières issues de la production d'énergie. Pourquoi vouloir déployer ces bonnes pratiques à plus large échelle ? L'objectif est justement de pouvoir développer des boucles vertueuses autour de la transition environnementale et de leur territoire. La crise énergétique renforce encore plus aujourd'hui ce besoin, comme nous l'a mentionné un directeur général des services rencontrés. Je cite, « Aujourd'hui, dans les collectivités, nous sommes condamnés à être intelligents. » Cette intelligence d'action, nous avons justement pu la voir à l'œuvre sur le territoire de Sète. C'est pourquoi je passe la parole à monsieur le maire de Sète, président de Sète Aglopole Méditerranée et ancien sénateur de l'Hérault, monsieur François Comène. Il va pouvoir illustrer ses propos autour de la question budgétaire environnementale concernant la formation, les agents, les critères de performance environnementale de la commande publique ou des nouvelles compétences mobilisées.
de son expérience de terrain et des innovations mises en œuvre dans sa collectivité pendant 5 minutes, puis une parole libre pendant une vingtaine de minutes. Monsieur Commen. Merci, si vous permettez. Monsieur le maire, cher François, chers collègues, c'est un plaisir de te retrouver. Je ne doute pas qu'à cette l'intelligence territoriale est cultivée avec beaucoup d'ardeur et de volonté. Merci, cher François. Françoise, merci de ton propos introductif, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame et Messieurs les élèves de l'INET, c'est un plaisir de participer à cette réunion. Et effectivement, je ne sais pas si dans le Midi on est très intelligent, mais on avait écouté quand même les orientations que Jean Monnet souhaitait impulser, et nous avons anticipé effectivement depuis 2013-2014 les problématiques qui se présenteraient à nous tôt ou tard, étant donné l'évolution des conditions climatiques sur notre territoire. Alors effectivement, en 2013-2014, nous avons lancé un contrat de performance énergétique, un partenariat public-privé, et je ne vous cache pas qu'actuellement, le partenariat public-privé qui nous a amené à faire une diminution des consommations d'électricité de plus de 57%, est particulièrement bienvenue, parce que sinon nous aurions eu cette année 2022 une augmentation des charges d'électricité de plus de 1,4 million uniquement pour la ville de Sète, une ville de 45 000 habitants. Et nous avons mis aussi tous les moyens à notre disposition, souvent innovants, comme la thalasothermie, c'est-à-dire on est au bord de l'eau, il y a des avantages, c'est-à-dire on va puiser dans la Méditerranée les calories ou les frigories en fonction de la période de l'année pour chauffer tout un quartier qui est en cours de construction, pour chauffer la piscine. C'est pour ça que nous n'avons pas eu à fermer la piscine, parce qu'elle est chauffée grâce à la thalasothermie. De la même façon, on a des sources d'énergie produites par l'unité de valorisation énergétique qui permet de traiter les ordures ménagères de l'ensemble du territoire de l'agglomération. C'est plus de 125 000 habitants. Donc vous voyez, il y a du volume, et on produit de la vapeur qui nous permet de produire de l'électricité. Et là, par exemple, on se trouve confronté à des difficultés qui sont parfois incompréhensibles lorsqu'on est un petit élu local de province. Quand on fixe un projet de renouvellement de la station de valorisation énergétique avec une revente de l'électricité à un certain prix de l'ordre de 105 €, et du jour au lendemain, l'État nous sort une limitation du prix de vente à 60 €. Donc ça pose quand même des difficultés pour pouvoir être innovant et en même temps visionnaire sur l'avenir, en essayant d'utiliser les moyens qui s'offrent à nous pour faire des économies d'énergie. Je ne parle pas de la géothermie qu'on est en train aussi de développer. Je ne parle pas de la taxe sur les transports que nous avons augmenté uniquement pour pouvoir réaliser davantage de travaux sur la mobilité douce, favoriser les pistes cyclables, l'achat de vélos électriques, et j'en passe. Nous avons aussi développé des navettes maritimes qui permettent de se déplacer dans un environnement particulièrement privilégié. Et je crois que il n'y a pas une chose qui est vraiment extraordinaire. Il faut avoir en permanence à l'esprit cette volonté dans tous les marchés que nous faisons, dans tous les projets que nous réalisons, d'avoir à l'esprit cette nécessité de protéger notre environnement. Alors naturellement, pour cela, il faut des hommes. Il faut des hommes qui soient particulièrement motivés. Et on a, par exemple, créé un poste pour la transition écologique qui permet d'avoir un agent qui se consacre qu'à cela. On a un agent qui est particulièrement dédié à la recherche de fonds européens, de fonds de contractualisation.
On a recruté un conseiller en énergie, en économie partagée, et je ne parle pas des économies circulaires, bien évidemment, qui sont notre leitmotiv au quotidien, à partir des budgets, mais à partir aussi de la pratique. Et on a introduit des clauses environnementales dans les marchés publics, ce qui au début posait quelques difficultés de mise en œuvre, mais avec une volonté affirmée, on y arrive quand même. Merci beaucoup, Monsieur Commen. On peut passer peut-être à la deuxième partie de cette table ronde, justement sur un échange libre et des questionnements directement à Monsieur l'ancien sénateur de l'Hérault. Merci François. Je vous en prie, Monsieur Martin. Oui, Madame la Présidente, merci. Alors tout d'abord, mais Guy le fera sans aucun doute, remercier cette initiative originale. Hein, c'est effectivement, je crois, une première, c'est ce que vous avez dit, d'associer des élèves de l'INET à une réflexion particulièrement d'actualité. Laurent Burgoa s'est excusé, hein, il ne pouvait pas être là ce matin, mais nous commencerons nos travaux tous les trois en début d'année prochaine. Nous avons eu un échange avec vous il y a quelques semaines, et en regardant la carte de la métropole, on a bien noté que vous aviez pris en compte nos demandes d'aller à la recherche d'expériences sur l'ensemble du territoire, en milieu urbain, en milieu rural, à la montagne, à la mer, et c'est très bien ainsi. Non, moi, je voulais juste poser une première question à Monsieur le maire, alors, qui est juste une question très pratique, mais vous avez créé un poste dédié à la transition écologique. Quel est son profil de ce poste, et quelles sont véritablement ses missions? Elles doivent être transversales, je pense. Voilà une première question très pratique. Et puis, deuxième chose, vous nous avez parlé d'économie circulaire, et peut-être aussi connaître votre politique dans le domaine des circuits courts, si ça a été mis en place également à l'échelle de votre commune et à celle de cette aglopole. Merci. Oui, effectivement, nous avons créé ce poste de transition écologique, parce qu'effectivement, c'est un poste qui est particulièrement transversal. Et la grosse difficulté dans nos collectivités, c'est d'avoir des services qui ne se parlent pas obligatoirement toujours, qui n'ont pas exactement la même vision. C'est pour ça qu'il faut avoir quelqu'un qui soit un véritable stimulateur de l'ensemble des services, pour mettre en avant en permanence cette nécessité d'appuyer sur la transition écologique. Alors, je crois que, bien évidemment, ce poste est indispensable, et il est particulièrement apprécié. Je ne vous cache pas que beaucoup de services, de chefs de service, découvrent des opportunités qui s'offrent à eux grâce à cette personne. Excusez-moi, Madame Bellureau, sénatrice. Juste pour rebondir, le profil de la personne, c'est quoi? Un ingénieur, un paysagiste, enfin voilà, juste votre collaborateur. Non, c'est pas un ingénieur, c'est quelqu'un qui était plutôt dans le domaine de l'écologie et dans l'aménagement du territoire. Pour vous dire que ça part quand même d'une vision particulièrement globale, mais avec un état d'esprit particulièrement orienté vers la transition écologique. Oui, elle est rattachée au DGS directement, monsieur. Et monsieur le maire, sur la deuxième question concernant les circuits courts. Alors, pour les circuits courts, c'est quelque chose qui est actuellement en cours de développement et d'accélération. Bien évidemment, on privilégie toujours les marchés sur notre territoire de cette aglopole Méditerranée. Et là, ce que je vous disais tout à l'heure, justement, c'est qu'on est parfois confronté à des difficultés réglementaires pour pouvoir faire accepter certaines choses dans les marchés qui sont passés. Je cite toujours l'exemple d'une entreprise qui avait
gagné un marché, mais qui était situé à 75 ou 80 km de la ville de Sète, par exemple, pour une différence de prix de 400 ou 450 €. Si on prend le bilan carbone, les dépenses d'énergie, les déplacements, les risques dans la mobilité de cette entreprise, j'aurais préféré avoir quelqu'un qui coûte peut-être pas 450 € ou moins cher, mais 450 € ou 4000 € à la rigueur plus cher, mais qui soit sur le territoire. Et là, naturellement, les services des marchés n'avaient pas apprécié ce genre de choses. Alors, par exemple, l'économie circulaire, l'exemple le plus typique, c'est l'UVE, la station de valorisation énergétique, qui produit de la vapeur. Cette vapeur, on la vend à une usine qui est installée sur le port, qui transforme des oléagineux en tourteaux ou en produits qui se mélangent à l'essence pour faire du biocarburant. Donc, des ordures ménagères, on arrive à du biocarburant. Ensuite, la station d'épuration va nous permettre d'avoir des boues qui seront séchées par la vapeur de cette usine de valorisation énergétique. Et ces boues, une fois séchées, on les met dans un méthaniseur qui va produire du biométhane et qui va nous permettre de faire tourner des turbines pour produire de l'électricité. Là, on est vraiment dans la grosse économie circulaire. Après, bien évidemment, je ne parle pas du recyclage, du tri sélectif sur les ordures ménagères, sur la sensibilisation dans les écoles, en installant des bacs pour que le tri sélectif soit appris et inculqué à nos jeunes enfants dans les écoles. On fait même des composteurs dans les écoles où les enfants peuvent faire leur compost pour assurer l'entretien de leur petit potager qui est installé dans chaque école à Sète. Merci, monsieur le maire, cher François. Guy Benaroche. Merci Madame la Présidente. Bonjour Monsieur le maire. Je suis content que vous soyez là, d'autant plus que ça fait à peu près 50 ans que je passe mes vacances à Ballaruc-les-Bains, qui est mitoyen de Sète, où j'ai de la famille, et donc je suis parfaitement ce qui se passe autour de l'étang de Thau, Monsieur le maire. Je vous remercie de votre action d'ailleurs. Outre cette digression familiale, je me permettrai trois réflexions, ou trois questions plutôt, qui sont issues de ce que vous venez de nous expliquer. La première est directement liée à la présentation qui a été faite par l'INET, et je vous remercie d'ailleurs, j'aurai l'occasion de le faire plus longuement tout à l'heure, de votre travail. Elle tient en fait à cette façon de créer au sein de vos services un poste, et la question que je me posais, le budget et l'organisation de l'organigramme d'une commune ou d'une collectivité étant liés aux politiques et aux structurations des politiques qui sont menées. Bien entendu, il peut y avoir des postes et des budgets, ou en tout cas des services créés en fonction effectivement de votre propre organisation politique. Et donc, ma question est, est-ce qu'au niveau de vos adjoints, au niveau de l'organisation de votre équipe municipale, existe également une mission, un poste d'adjoint transversal qui serait celui, en quelque sorte, chargé d'assurer auprès de tous les services ce lien transversal dans les politiques qui sont menées, et donc dans les budgets qui vont être appliqués, et donc dans l'organisation des services. Peut-être on va passer à cette question. Je passerai aux deux autres après, si vous voulez bien, madame, ou comme vous voulez. Vous souhaitez un quota de 3 questions, monsieur, cher collègue? Je ne demande pas de quota. Je vous en prie. Monsieur le maire. Oui, effectivement, tout cela, ça ne se fait pas tout seul. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il faut des hommes ou des femmes. Et à cette agropole Méditerranée, j'ai 2 vice-présidents qui sont impliqués dans l'économie circulaire, que ce soit au niveau de l'aménagement du territoire ou du traitement des ordures ménagères de l'ensemble de notre territoire. Et je crois qu'effectivement, vous pouvez le constater,
tout ça, ça permet de maintenir quand même des activités qui sont particulièrement dynamiques sur notre territoire et à protéger. On est dans un milieu fragile, puisque vous connaissez bien Balaruc, vous savez, l'étang de Thau, les produits de l'étang de Thau, je fais un peu les publicités de notre territoire, les huîtres de Bouzigues et les boules et le thermalisme de Balaruc-les-Bains ont été parfois menacés quand même par des problématiques de pollution dues au bassin versant de l'ensemble de notre territoire qui vient se jeter dans le bassin de Thau. Et c'est pour cela que nous avons mis en place, grâce à la GEMAPI, des travaux importants qui permettent de protéger la qualité de ce milieu lagunaire. La GEMAPI permet de lever plus de 3,6 millions à peu près par an de financements qui sont utilisés à réaliser des bassins de rétention, des améliorations de la qualité du milieu lagunaire et donc du thermalisme. Balaruc-les-Bains, première station thermale de France avec plus de 56 000 touristes par an. Merci Guy. Et la deuxième question. En contraction, si tu peux faire, excuse-moi d'être fort désagréable, mais je vais contracter tu es capable de faire la 2 et la 3 en un temps allez, encore. Merci on va le faire, on va le faire. Donc la deuxième question portait en fait sur le sujet proprement dit comptable et budgétaire. Effectivement, vous l'avez bien expliqué avec ce marché public qui, pour 400 € vous en fait perdre 4 000. D'ailleurs, j'ai entendu dans la présentation que les économies n'étaient plus des économies mais des recettes, et je vous en remercie. Ça, c'est un point important, me semble-t-il. Et donc, ma question est, est-ce qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de freins existants qui vous empêchent d'avancer et qui sont liés justement à la non prise en compte d'un certain nombre de budgets ou d'externalisation de budget qui pourraient considérer des économies comme des recettes? Et la dernière que je contracte, c'est comment arriver à une application de vos fonctionnaires et une application des citoyens de votre territoire sur ces politiques que vous allez mener. Merci. Cher François. Alors, des freins, il y en a tous les jours. Je citais le dernier qui vient d'arriver avec la limitation du prix de vente de l'électricité à 60 €. Ça, c'est un frein majeur quand même. Nous avions tablé le financement de l'usine de valorisation sur la vente à 105 €, je me semble-t-il, je crois, ou 104 €. La grande majorité des usines de valorisation revendent à 130 €. Si c'est limité à 60 €, ça fait quand même la moitié des recettes. Mais je crois que le problème, il est tout autre aussi, et notamment quand on parle des volontés de l'État de nous encourager à utiliser les friches industrielles. Les friches industrielles, on a des industriels ou des structures para-étatiques, comme par exemple, je ne vais pas la citer, mais la SNCF, qui est assise sur des surfaces foncières particulièrement importantes, qui sont de véritables friches, et on a d'énormes difficultés pour pouvoir arriver à avoir la maîtrise de ce foncier. Vous savez, nous, à Sète, on est coincé entre la mer, l'étang de Thau, le Lido, la loi littorale, le massif de la Gardiole. On n'a pas beaucoup de foncier. Donc la moindre petite friche que nous pouvons récupérer, on le fait. Et naturellement, on dépollue et au contraire, on redonne de la vie à ces zones-là. Ça, c'est un autre frein qui est permanent. Et puis après, bon, on va occuper trop de temps pour vous faire part de nos difficultés que nous rencontrons au quotidien. Mais effectivement, il y a souvent des contraintes administratives, réglementaires et qui nous empêchent d'avancer très vite. François, donc pour conclure cette première séquence trop courte, j'en suis consciente, mais extrêmement intéressante, peut-être Benjamin, voulez-vous dire un mot pour... quelques éléments additionnels, justement, plus d'un point de vue de l'administration. Sur la question du portage, pour compléter ce qu'a dit M. Commen, on s'est rendu compte que là où la transition environnementale était la plus poussée, elle était avant tout incarnée politiquement et incarnée administrativement. Il y a un véritable apport, comme l'a dit M. Commen, d'une ingénierie de projet sur de la transition, mais c'est avant tout un binôme élu DGS qui porte, puisqu'il faut diffuser
et percoler dans l'ensemble de l'administration et du territoire. Et peut-être sur les freins, 2 éléments additionnels. On a pu voir que dans la commande publique, malgré la mise en place de critères forts, il y avait un besoin d'accompagnement des entreprises. Puisque, comme l'a dit M. Commen, vous pouvez travailler sur de la valorisation locale, mais si les entreprises ne sont pas prêtes à mettre en avant un bilan carbone, c'est très compliqué de favoriser le tissu local, et c'est une entreprise qui est éloignée au niveau du prix qui gagne le marché. Donc ça, c'était un véritable point. Et la question de la bonification de ces collectivités, quid d'une DGF et d'une éco-conditionnalité, peut-être pour rendre ce cycle vertueux, alors qu'aujourd'hui, on est plus sur du volontarisme et de la vision de l'élu, qui peut travailler, mais qui prend à bras le corps tous ces sujets. Donc voilà, 2 points complémentaires un petit peu sur la question de la budgétisation environnementale. Merci beaucoup pour cette séquence. Pardon, François. Je t'en prie. Benjamin Machionni a bien mis le doigt là où il le fallait, avec cette nécessité d'accompagner les entreprises pour qu'elles puissent répondre justement au verdissement de la commande publique, parce que les entreprises, elles, ne sont peut-être pas obligatoirement prêtes, et la loi devrait laisser quand même le temps à ces entrepreneurs de s'adapter à cette nouvelle vision et au verdissement de l'ensemble des budgets, avec des cotations aussi des différentes dépenses qui devraient pouvoir évoluer. Merci, cher François, d'avoir été avec nous ce matin, de l'accueil que tu as réservé à nos excellents stagiaires et de cette exemplarité de la capacité des territoires et des collectivités à innover, avancer. Juste peut-être 2 remarques. En matière notamment d'alimentation et d'approvisionnement dans les cantines, on sait que l'approvisionnement en circuit court est parfois compliqué quand vous avez affaire à des petits producteurs. Il y a des expériences extrêmement intéressantes de travail entre les associations de maires départementales et les chambres d'agriculture pour essayer de faire des cahiers des charges qui facilitent les appels d'offres à la fois pour les collectivités mais aussi pour les producteurs, en sécurisant l'approvisionnement. Et deuxièmement, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, alors pardonne-moi Guy, je vais agiter ma bretonitude. Il y a en Bretagne un think tank qui a été créé par Jean-Yves Le Drian qui s'appelle le Brest Lab. Et très récemment, on a eu une intervention d'une entreprise qui accompagne les territoires sur un budget, on va dire, quand je dis intelligent, c'est-à-dire un budget qui n'est pas un budget de comptable, entre guillemets, mais qui est un budget thématisé. Et aujourd'hui, le budget, il a une cohérence, on va dire, de développement durable, parce qu'à un moment, il a une dimension sociétale, de responsabilité sociétale comme les entreprises, mais aussi une dimension environnementale. C'est-à-dire on est capable, à un moment, avec le budget, d'exprimer factuellement l'engagement de la collectivité dans ce domaine, après avoir infusé et diffusé, parce que c'est bien le sujet d'un portage politique et de l'accompagnement qui peut être fait aussi par un technicien. Merci en tout cas, et je suis sûre qu'avec nos collègues, on poursuivra cette discussion qui est extrêmement passionnante. La mesure et le faire savoir. Je crois que maintenant la séquence est à Audrey pour la participation citoyenne, un autre gros enjeu. Merci en tout cas, Benjamin. Merci Madame la Présidente. Je vous propose d'introduire la 2e table ronde qui porte sur la participation citoyenne dans la transition environnementale. Le rapport Bernasconi de février 2022 met en évidence une récession démocratique à partir de 3 constats. Le progrès de l'abstention, la volatilité accrue de l'électorat et la chute du nombre d'adhérents aux partis politiques. De son côté, la transition écologique, parce qu'elle bouleverse les modes de vie, est mobilisatrice, parfois fédératrice, comme le montre le développement de projets d'énergie citoyenne où des habitants se rassemblent pour produire ensemble de l'énergie à base de sources renouvelables. Parfois suscite l'opposition, telle que nous l'avons vécu avec les Gilets jaunes. Les collectivités cherchent des nouveaux modes d'expression, se voulant représentatifs et constructifs.
lors de nos auditions, ce questionnement est apparu régulièrement. Il en ressort que l'association du citoyen est conditionnée à 2 points. Premier point, une incarnation politique, un élu qui porte, je cite, « sans incarnation, pas de transition ». Mais également, en deuxième point, un territoire qui y répond. L'élu ne peut pas tout. Il a besoin d'avoir un relais, des relais sur le territoire. L'enjeu des collectivités est donc d'impliquer le citoyen au cœur des politiques publiques de la transition environnementale. Cette implication citoyenne doit dépasser la simple consultation. La démocratie implicative, telle que définie dans le rapport Gatel-Houlgat de votre délégation, pose l'ambition d'ancrer le citoyen dans la vie locale, de susciter son intérêt et son avis de s'engager. La démocratie implicative apparaît comme une condition de réussite des mutations territoriales en embarquant les populations. Les démarches que nous avons observées sont multiples. Parfois, elles se limitent à la simple consultation obligatoire, telle qu'attendue par exemple dans les plans climat, air, énergie territoriaux. Parfois aussi, les collectivités s'interrogent sur le comment faire. Comment faire pour éviter le greenwashing? Comment faire pour éviter les confiscations de la parole, pour que la démocratie participative ne soit pas la dictature de ceux qui ont du temps? Parmi les démarches identifiées, les démarches innovantes que nous avons pu voir lors de nos déplacements, nous en avons identifié 5. À Rouen, 9 700 personnes ont été accompagnées dans le cadre d'ateliers de la COP 21 entre 2018 et 2019. À Kingersheim, les comités citoyens sont composés d'élus, de techniciens et d'habitants majoritaires en nombre. Chaque projet de consultation qui est présenté à ce comité est précédé par une réunion publique avec l'intervention d'un conférencier expert extérieur qui porte sur la thématique qui sera traitée. À Angers, la consultation citoyenne numérique durant les périodes de confinement. À Mérignac, la création d'un nouveau métier, ambassadeur de la transition écologique à la rencontre des citoyens, sur la base des ambassadeurs TRI qui avaient été initiés dans les années 2000, pour aller, je cite, pour aller chercher ce que l'on ne voit jamais. Et enfin, la démarche de La Rochelle, que nous vous proposons aujourd'hui, s'est illustrée lors de nos rencontres, comme un modèle à la fois structuré et laissant la place à l'expérimentation, où l'initiative citoyenne marche avec la responsabilité, avec notamment un comité citoyen qui construit et évalue la démarche La Rochelle Territoire zéro carbone, un citoyen siégeant en comité de pilotage et un référent de démocratie participative dans l'organisation des services. Autant d'actions qui concourent à réinventer notre culture professionnelle. Monsieur Gérard Blanchard, conseiller municipal à La Rochelle et universitaire, accompagné de Madame Émilie Bou, directrice générale des services de l'agglomération et de la ville, services mutualisés, vont vous présenter, vont vous exposer les dispositifs de démocratie participative pour la transition environnementale mise en place à La Rochelle. Merci beaucoup. Voilà, oui, bonjour. Bonjour, c'est à vous. Merci d'être là. Très bien. Bah, écoutez, merci pour l'invitation. Bon, l'introduction a été posée, donc simplement vous préciser qu'à La Rochelle, nous avons en effet répondu à un appel à projet il y a quelques années, des investissements d'avenir. C'était le PIA 3 et l'appel à projet s'appelait Territoire d'innovation. L'objectif, c'est de mettre en place un grand projet qui mobilise tout l'écosystème territorial. Quand je dis l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 130 acteurs du territoire qui sont partis avec nous. Alors du monde de l'entreprise, du monde associatif, du monde universitaire, des services publics également. Voilà. Et l'objectif, c'est de mettre en place 70 actions exactement pour essayer d'inscrire notre territoire sur une trajectoire bas carbone avec comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2040. Voilà.
Donc, pour essayer d'organiser, de faire fonctionner correctement tous ces acteurs du territoire, on a mis en place un comité de pilotage. Donc, le comité de pilotage est constitué de 5 acteurs majeurs du territoire. À côté de l'agglomération de La Rochelle, qui est porteur du projet et de la démarche, il y a évidemment la ville de La Rochelle, mais il y a aussi l'université de La Rochelle, en tant qu'acteur du territoire, le port de commerce, qui est un grand port maritime français, et puis une association qui s'appelle Atlantec, qui est une association qui organise, qui gère un parc technologique bas carbone. Et donc l'ensemble du pilotage est fait donc, de manière pluri-acteur. On appuie notre travail sur le regard des scientifiques. On a un conseil scientifique. Donc là, il n'y a rien d'original, mais en tout cas très diversifié, depuis les sciences dures jusqu'aux sciences humaines et sociales. Et puis, évidemment, la question pour laquelle vous nous sollicitez aujourd'hui, on a mis en place un comité citoyen. Donc, dès le départ, on a souhaité que les citoyens, au-delà des acteurs du territoire qui sont aussi des relais, les citoyens soient présents. Et donc, on a constitué ce comité. On l'a mis en place il y a un petit peu plus d'1 an maintenant. Il est constitué de 30 citoyens. Alors, évidemment, il est à parité, hommes-femmes. On a souhaité qu'il soit aussi représentatif de notre territoire. C'est-à-dire qu'on a regardé la sociologie du territoire. On a tenu compte des classes d'âge. Parce qu'aborder la question du changement climatique, on ne l'aborde pas tout à fait pareil quand on a 60 ans ou qu'on a 20 ans. On a fait en sorte aussi d'avoir une bonne représentativité des catégories socio-professionnelles. Et puis, un point important, notre territoire a une dichotomie très forte entre les espaces ruraux et les espaces urbains. On a un littoral très urbanisé. Et donc, on a tenu compte aussi des zones d'habitation sur le territoire. On a lancé un appel à candidature, grand public, on va dire. Voilà, on a utilisé tous les supports de communication. On a eu 260 candidatures avec suffisamment de monde dans les différentes catégories qu'on avait identifiées. On a donc pu faire un tirage au sort et c'est ainsi qu'on l'a constitué. On l'a mis en place. Et depuis 1 an, alors évidemment, nous, on n'intervient pas directement à GLO pour accompagner le comité citoyen. Dans l'organisation du programme, il était prévu qu'une association, alors ça s'appelle l'IFRE, c'est l'Institut de formation, recherche, d'éducation à l'environnement, qui est aussi spécialisé sur les questions de participation citoyenne, d'accompagnement des citoyens, qui va accompagner ce comité en relation aussi avec nous. Voilà, donc le rôle de ce comité, c'est de faire de l'autosaisine sur les questions qu'il juge importantes et sur lesquelles il a envie de s'exprimer. Nous-mêmes, on peut saisir le comité citoyen sur un certain nombre de sujets. Notamment, on l'a fait récemment avec 2 axes qu'on a rajoutés dans notre projet La Rochelle zéro carbone sur l'agroécologie et puis sur le tourisme durable. Et puis surtout, on a proposé, alors justement pour qu'il y ait une implication réelle des citoyens, pas simplement une force de proposition avec beaucoup de frustration quand les propositions ne sont pas reprises, on leur a proposé de désigner l'une ou l'un d'entre eux, en l'occurrence c'est pour être membre du comité de pilotage. C'est-à-dire que les citoyens participent à part entière dans les discussions et dans la prise de décision. Alors c'est assez nouveau, ça demande un apprentissage réciproque entre les représentants des institutions, des acteurs au sein de ce comité de pilotage et aussi des citoyens. On a eu un premier retour d'expérience, là, il y a on avait un comité de pilotage. Là, on commence à mesurer effectivement les attentes et les retours des citoyens sur ces questions. Alors évidemment, ils sont satisfaits de participer, ça je pense qu'il n'y a pas de discussion là-dessus. Après, évidemment, ils découvrent, et c'est important pour nous, il y a aussi un apprentissage de la part des citoyens qui découvrent que finalement le temps public, la décision publique est assez longue et qu'évidemment les citoyens sont dans l'attente d'une décision beaucoup plus rapide. Voilà, donc je pense que cette découverte réciproque, là, à mon avis, est un point extrêmement important. Ce qui nous amène aussi effectivement à modifier dans certains cas notre façon de faire et puis aussi à leur faire passer des messages comme quoi on ne peut pas, comment dire, dans la décision publique, il y a aussi une temporalité qu'il faut respecter. Voilà, donc ça fait à peu près 18 mois que le comité citoyen est en place. Alors ça leur demande du temps aussi, puisque au cours de la première année de fonctionnement, c'est 6 à 7 samedis dans l'année quand même qu'il faut qu'ils consacrent. Donc c'est du temps à donner, c'est du bénévolat. Alors bien entendu, tous les frais occasionnés sont remboursés auprès des citoyens pour les rendre le plus disponibles possible. Voilà un petit peu en premier témoignage ce que je peux vous dire sur
sur cette question du comité citoyen et puis son action réelle et concrète dans le pilotage du projet. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante d'une opération qui montre bien l'enjeu de l'implication, qui ne doit pas être artificielle et qui en même temps, je l'ai bien entendu, et vous l'avez dit Audrey, vient bousculer le mode de travail des collaborateurs des collectivités. C'est-à-dire à un moment, on peut avoir l'impression d'une ingérence du citoyen qui vient ralentir, qui vient compliquer. Voilà. Donc c'est aussi cet impact-là que vous mettez en évidence est extrêmement intéressant. Et la durée de l'engagement, la manière dont les choses sont faites, c'est-à-dire on n'est pas non plus sur de la démocratie participative artificielle, quoi. Voilà, on est vraiment dans une sorte de co-construction, chacun à sa place. Monsieur Martin, Monsieur Benaroche, pardon, Jean-Michel Houllegatte, est-ce qu'on peut donner la priorité à quelqu'un qui porte avec ardeur la démocratie? Bon, excusez-nous. Voilà, alors, Jean-Michel, Pascal Martin, Guy Benaroche, et je crois qu'Olivier, notre collègue Olivier Paco de l'Oise, était volontaire. Jean-Michel. Merci Madame la Présidente. Merci d'abord, comment dirais-je, aux élèves de l'INET pour leur contribution, notamment sur ces thématiques qui sont des thématiques fondamentales. Merci à vous, donc, Monsieur Blanchard, pour cette initiative. Donc, ma question, elle est très simple. C'est-à-dire que vous avez franchi 2 étapes à travers ce comité citoyen. Le premier, bien évidemment, c'est de les associer à la réflexion. Vous allez beaucoup plus loin maintenant dans la prise de décision et j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous vous envisagez sous une forme ou sous une autre, dans la mobilisation citoyenne, d'aller encore plus loin, c'est-à-dire dans la mise en œuvre d'actions où les citoyens vont s'approprier leur espace, leur environnement d'une certaine façon et vont agir sur la transformation. Ça s'est fait à un moment donné à travers des régies de quartier, ça s'est fait à travers des initiatives qui sont prises notamment en milieu littoral sur le nettoyage des plages et ainsi de suite, où les citoyens donc sont acteurs d'une certaine façon de la transformation. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Alors, quand vous parlez acteurs, enfin, pardon, oui. Quand vous parlez acteurs, enfin, je pense qu'ils sont déjà acteurs, hein, puisque ils ont la possibilité de nous faire un certain nombre de suggestions. Là, on est à l'échelle du pilotage du projet. Ensuite, dès lors qu'il faut rentrer dans l'action, on a d'autres dispositifs, notamment, on a créé aussi dans le cadre de ce projet La Rochelle Zéro Carbone, une coopérative carbone au sein de laquelle justement il y a des collectifs de citoyens qui font un certain nombre de propositions, par exemple des projets de plantation d'arbres ou d'autres types de dispositifs sur lesquels on trouve des financements et qui sont directement pilotés par des citoyens. Voilà, enfin, je ne sais pas si je réponds à la question, mais... Si, à partir du moment où vous parlez, si l'outil est la coopérative citoyenne qui permet à des personnes de s'impliquer pour concrètement faire des choses, ça correspond à cette question. Est-ce que vous incitez justement à la création de ces coopératives citoyennes ou de ces structures qui permettent justement collectivement à des personnes de s'impliquer? On incite évidemment, mais on a mis un certain nombre de dispositifs. Bon, par exemple, il y a la coopérative carbone. On participe nous-mêmes à des sociétés coopératives qui ont pour objectif de mobiliser les citoyens autour de projets de production d'énergie renouvelable. Donc, on a toute une politique qui se met en place autour de ça et qui mobilise justement les citoyens, en articulation d'ailleurs avec ce qu'on fait dans La Rochelle Territoire Zéro Carbone. Alors, ce que je voudrais quand même préciser aussi, 2 points supplémentaires que je n'ai pas eu le temps de développer dans la courte présentation. D'une part, on a aussi mis en place avec l'Université de La Rochelle une chaire démocratie participative. Ça veut dire qu'on a convoqué nos collègues universitaires pour observer ce qui est en train de se passer à travers ce projet et nous faire des pistes d'amélioration et d'évolution. Notamment bien observer la relation qui est en train de se nouer entre les citoyens qui participent à la décision et les élus et les acteurs du territoire aussi qui sont porteurs de ces différentes actions. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et la deuxième chose, c'est que au-delà du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone,
j'ai une collègue qui est aussi vice-présidente à l'agglomération de La Rochelle, qui est en charge de la démocratie participative et qui a transformé notre conseil de développement en une assemblée citoyenne où là aussi, c'est 82 citoyens qui sont placés dans cette assemblée à côté du conseil communautaire où il y a 82 ou 83 élus également, et où là, cette instance a vocation à avoir une action beaucoup plus générale et pas simplement centrée sur la transition énergétique. Donc tout ça, on est en train de l'expérimenter. Pour ne rien vous cacher, on a aussi besoin maintenant de réarticuler un petit peu le tout, notamment bien réarticuler le rôle de ce comité citoyen qui est centré sur notre projet, la transition énergétique écologique, avec le conseil de développement. D'ailleurs, c'est une question qui nous a été posée par les membres du comité citoyen. Ils nous interpellent directement parce que ils sont bien accompagnés et puis aussi ils développent aussi leurs propres réflexions. Ils voient bien que dans la gouvernance générale, il y a des articulations qui manquent. Ils nous interpellent là-dessus et ça nous amène avec moi-même et avec Émilie Bout qui est avec moi-même, donc la directrice générale des services de l'agglomération, de voir comment on va justement mieux articuler ces différents dispositifs et donc ces différentes échelles d'intervention. Donc non seulement ils sont acteurs, mais en plus par leur questionnement, ils nous amènent à retravailler notre propre système de gouvernance. Merci beaucoup. Je salue Madame la directrice générale des services qui nous a rejoints. Alors mes chers collègues, voilà, je vous invite. Voilà, donc je propose que Pascal Martin et Guy Bénaroche présentent leurs deux questions, Guy, une chacun, voilà, et ensuite Olivier. Merci. Merci Madame la Présidente. Alors effectivement, ça va être rapide. Moi, j'aurais deux questions, mais elles sont très rapides. La première s'adresse à Audrey. Dans votre présentation, vous nous avez fait état d'expériences de villes importantes, Angers, Rouen, et de villes moyennes, Mérignac, La Rochelle. En d'autres termes, est-ce que selon vous, cette politique de participation citoyenne serait plus difficile à mettre en place en milieu rural? Première question. Et la deuxième s'adresse à M. Gérard Blanchard. On connaît dans bon nombre de communes des conseillers municipaux qui assez rapidement démissionnent. Donc la question, est-ce qu'en 18 mois, il y a eu des défections de ces 30 citoyens qui ont été tirés au sort parmi les 260 candidats? Là aussi, en d'autres termes, pour mesurer un peu la motivation de ces personnes. C'était court. Oui. Guy. Oui, je vais être bref aussi sur un point dont vous avez parlé, Monsieur Blanchard, c'est celui en fait des projets mixtes d'énergie citoyenne auxquels vous participez. Vous avez cité un exemple. Je voulais savoir si en fait dans ce cas très particulier, vous pouvez être à l'initiative bien entendu, mais des initiatives arrivent souvent en fait de collectifs citoyens. Et en fait, est-ce que vous êtes souvent sollicité et est-ce qu'il vous est arrivé effectivement dans ces cas-là d'avoir des difficultés à mettre en place ou pour des raisons réglementaires, ou pour des raisons politiques, ou pour des raisons, je ne sais pas, financières, des projets de coopération citoyens et entre les citoyens et vous sur des productions énergétiques, en fait. Merci beaucoup. Donc, je suis navrée. Je vous demande aussi si vous pouvez avoir la gentillesse de concentrer. Peut-être vous qui êtes en visio, Monsieur Blanchard, ou Madame la directrice, puis après Audrey. Merci beaucoup. Et ensuite, on a Olivier. Très bien. Voilà. La réponse va être très courte sur la première question. Oui, on a eu des défections, on a eu quelques démissions, 4 ou 5 démissions de citoyens qui, au bout d'un moment, soit s'aperçoivent que ça demande beaucoup trop de temps et d'implication, soit pas nécessairement tout à fait compris l'exercice. Alors, comme je vous l'ai dit, on avait 260 candidatures. Quand on n'a pris que 30 citoyens, vous devez savoir aussi que ça a généré beaucoup de frustration parmi ceux qui n'ont pas été pris. Donc voilà, on va dire, une réserve de citoyens qui prêts à s'investir et qui viennent. On avait aussi pris soin, au moment de retenir les 30 personnes, c'est l'association qui nous accompagne, avait pris soin de les contacter pour s'assurer qu'ils avaient bien compris l'exercice. Voilà. Mais au bout d'un an et demi, c'est de constater, oui, qu'on a eu 4 à 5 démissions. Premier point. Deuxième point sur la question des énergies renouvelables et dans une démarche un peu collective. C'est un vrai sujet, c'est une vraie difficulté, notamment sur les projets éoliens, je ne vous le cache pas. Ce qui nous a amené avec une opposition, une résistance forte,
Alors, il y a la question de l'éolien, mais il y a aussi la question que c'est souvent des projets qui sont apportés par des industriels qui vont s'implanter sur le territoire selon une méthodologie, évidemment, qui n'est pas nécessairement la plus appropriée. Donc, on a pris récemment, nous, une décision, une motion au sein de notre conseil communautaire qui vise à décider de prendre systématiquement la main, la maîtrise d'ouvrage sur des projets d'énergie renouvelable, notamment éolien, mais pas seulement aussi photovoltaïque, d'élaborer un cahier des charges en concertation avec les élus et les citoyens en amont, et ensuite de faire en sorte que ces projets soient de manière préférentielle des logiques de boucle d'énergie partagée, de manière à ce que la création de richesse à partir de la production d'énergie renouvelable soit partagée, y compris par les citoyens. Et en l'occurrence, dans le contexte actuel, l'idée, c'est de leur fournir une énergie produite localement et consommée localement à un niveau nettement moins cher que ce qu'on trouve aujourd'hui. Quand je dis moins cher, c'était avant la crise, on était pratiquement à moins 20, moins 25%. Évidemment, l'écart ne peut que s'accroître puisqu'on est en capacité aujourd'hui de produire une énergie beaucoup moins chère localement. Voilà pour essayer de répondre. Peut-être que, Émilie, tu veux compléter sur un ou deux points. Par rapport à tout à l'heure, c'est la question qui a été posée sur l'intégration des citoyens et l'encouragement à leurs actions individuelles. Juste évoquer le fait que dans le cadre du projet LRTZC, on anime des rencontres écosystèmes qui rassemblent plus de 200 personnes pour rendre autonomes des associations et créer des rencontres pour que des initiatives citoyennes se déploient sur le territoire en dehors de l'agglomération, en dehors de la ville, sans soutien forcément des collectivités. Donc on encourage des rencontres et on encourage la création de projets. Alors, on a aussi des appels à projets par ailleurs qui peuvent soutenir. On a la coopérative carbone qui peut également soutenir dans le cadre d'une réduction carbone liée à l'action. Mais les initiatives citoyennes du territoire sont encouragées à se lancer en dehors du projet. Alors sur la production d'énergie, bien sûr, enfin le contexte actuel, malheureusement, de cette contrainte pour le projet, là, on a des grosses opportunités, puisque ce qu'on essayait de lancer depuis quelques années, là, devient évident, et l'aspect financier termine la conviction, termine de convaincre un certain nombre d'élus et de territoires qui freinaient un peu le développement des ENR coopératives. Merci beaucoup, Madame. Donc Audrey, pour compléter la réponse, et puis Olivier, en rappelant que nous avons une troisième séquence. Rapidement, donc, nous avons vu plusieurs tailles de collectivités, de la commune de Liuc, 300 habitants, aux régions, à plusieurs millions. Donc, pour répondre, ce n'est pas la taille qui fait la démocratie participative, mais surtout pourquoi on vous a présenté ces exemples-là, parce qu'ils faisaient système et ils rentraient en collision avec aussi les services. Dans les communes plus petites, en fait, la démocratie se fait plus au pas de porte. On a vu par exemple la commune de Tramail qui en fait nous expliquait qu'ils faisaient des consultations citoyennes, mais même ils faisaient des visites avec les véhicules personnels pour aller voir des choses. Donc c'est surtout le fait de cette présentation-là, c'est que ça faisait système et ça rentrait des fois aussi en interaction avec les services. Comment les services l'intègrent? Oui, sénateur de l'Oise, et je vois mon ami Laurent Saumon qui a les mêmes problématiques que moi dans la Somme avec l'acceptabilité éolienne, où on a des territoires qui sont à 360 degrés entourés d'éoliennes. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Guy Benaroche et Gérard Blanchard, il y a en grande partie répondu, le citoyen, il veut participer quand il est écouté. Et il sait se mobiliser. Il sait vraiment se mobiliser. Il crée des collectifs citoyens. Alors, souvent, c'est en opposition, en fait, à des projets qui lui ont été imposés. Et alors, il se livre, donc ces collectifs s'organisent, vont en justice, devant la justice administrative, c'est des marathons, c'est des parcours du combattant. Et c'est vrai que ce qui se fait à La Rochelle, c'est formidable, c'est organisé. Mais quand là, spontanément, les citoyens se bougent, qui sont très souvent rejetés par la puissance publique, et notamment étatique, et notamment préfectorale, malgré le soutien des collectivités concernées territorialement, il y a un vrai problème là. Alors, ma question n'est pas vraiment une question, c'est un constat. Mais on ne peut pas d'un côté déplorer
la récession démocratique, comme l'a très bien exposé Audrey, et lorsqu'elle s'exprime, via des collectifs citoyens, lui dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Voilà, alors, c'est un espèce de coup de gueule, mais j'apprécie vraiment ce qui se passe sur La Rochelle. Il faut trouver le moyen de le décliner à plus petite échelle, et que quand le citoyen veut s'exprimer, qu'il puisse le faire plus facilement que via un espèce de gymkhana judiciaire complètement ahurissant et qui aboutit politiquement à une frustration qui peut générer des choses inquiétantes. Et Laurent, c'est ce dont quoi je veux parler. Merci pour cette expression. Je crois qu'elle parle à chacun de nous. Alors, il est vrai que nous avons axé les choses sur l'implication des collectivités territoriales, mais ce qui a été mis en avant aussi par Jean-Michel Houllegatte dans le rapport sur la démocratie implicative, c'est-à-dire la consultation ne peut pas être un prétexte parce qu'elle génère beaucoup de frustration et de colère. Enfin, moi, je ne voudrais pas sortir du sujet, mais il n'empêche. Je connais un exemple célèbre dans l'Ouest, c'est Notre-Dame-des-Landes, où on a fait un référendum et on a fait le contraire de ce que les gens ont demandé. Voilà, c'est assez quand même fabuleux, et ça a mis le bazar partout. Et on traîne encore le bazar. Bref, voilà, alors même que c'était une opération qui a fait l'objet de beaucoup de procédures très officielles, de consultation et de concertation. Merci Olivier pour cette expression qui, voilà, forte, qui fait aussi partie de la façon dont les élus parlent. Alors peut-être une réaction à nos amis de La Rochelle. Alors, je vous avoue que je suis en pleine confusion parce que je sais que vous êtes de La Rochelle et j'ai le bonheur de voir derrière vous des affiches du golfe du Morbihan, et le Morbihan étant mon département de naissance, je suis doublement intéressée par votre propos. Merci de nous ouvrir une fenêtre. Non, nous sommes effectivement au musée maritime de La Rochelle, et donc il n'est pas surprenant d'avoir ces affiches derrière nous. Une réaction, évidemment, je partage quand même complètement les propos qui viennent d'être tenus. Je pense qu'effectivement aujourd'hui, il y a une vraie réflexion à mener sur l'action publique territoriale pour travailler évidemment avec l'ensemble des élus et avec les citoyens. Nous, on essaye de reconstruire une démarche ici localement, notamment par rapport aux énergies renouvelables, parce que c'est le sujet qui a été évoqué ici. Et le rôle des citoyens est fondamental. Et nous, on essaye de l'appuyer sur plusieurs choses. Premièrement, c'est la notion de planification de l'action publique. Là, on parle de transition énergétique. On essaye justement de planifier le déploiement de dispositifs d'énergie renouvelable. Ça veut dire qu'on va discuter maintenant avec les citoyens. Donc, c'est le deuxième point, la participation, la concertation, la discussion qui permet d'élaborer des cahiers des charges. Et puis enfin, le troisième point qui est important, c'est la notion de partage. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, non seulement, il y a une crise énergétique, mais dans la logique de créer de la valeur, puisque c'est ce qu'on fait en mettant en place des dispositifs d'énergie renouvelable, comment partage-t-on la valeur? Et à partir du moment où on prévient, alors là, on n'est pas simplement dans de la participation citoyenne à la gouvernance ou même au financement. Il y a de la richesse qui est créée localement. Et comment on la partage? Eh bien, tout simplement en permettant aux citoyens d'avoir une électricité moins chère. Et on a aujourd'hui les modèles technologiques et juridiques et économiques qui permettent de le faire. Et c'est dans cette logique qu'on s'engage là. Et je pense que là, on crée les conditions pour une vraie discussion, une vraie construction de l'aménagement du territoire avec les citoyens. Merci beaucoup pour l'accueil que vous avez réservé à ces brillants élèves de l'INET qui vraiment... je crois, nous apporte beaucoup, et merci de votre démarche, merci de votre témoignage. Et je suis sûre que les collègues Laurent Burgoa, Guy Benaroche et Pascal Martin, qui vont maintenant devoir travailler, seront sûrement amenés, mais ils ont un fond assez exceptionnel. Merci beaucoup, madame, merci monsieur d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup. Donc, nous avons une troisième séquence qui est extrêmement importante avant d'accueillir François Sauvadet, donc le président de l'ADF, qui est l'évaluation. Alors, c'est Steve qui va nous en parler. L'évaluation, c'est vraiment une carence française assez générale. C'est-à-dire, on a des idées de génie, on pense être génial.
dans le diagnostic et dans la solution. Enfin, nous, au Sénat, on pense être voilà, de cet ordre-là. Donc, on y va joyeusement et on se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas forcément vraiment et qu'en tout cas, la garantie de l'efficacité de l'action publique, si elle nécessite des études d'impact en amont, elle doit faire l'objet d'expérimentation, ça c'est un sujet, mais surtout d'évaluation et de correction. Et aujourd'hui, je crois que la confiance de nos concitoyens que nous recherchions parfois avec grande tristesse et désespérance, elle peut être retonifiée par l'évaluation qui montre à un moment l'efficacité de l'action publique. Donc, cher Steve, c'est vous qui nous parlez de ce méga sujet de l'évaluation. Merci Madame la Présidente. L'atteinte des objectifs nationaux nécessite la participation active des collectivités territoriales de toute nature, y compris rurales. L'évaluation des politiques locales par des indicateurs est le seul moyen d'objectiver et d'évaluer l'état d'avancée des politiques locales vis-à-vis de ces objectifs nationaux. Lors de nos travaux, nous avons constaté que certaines modalités d'évaluation peuvent être un frein à la fabrique de la transition. Quelques points. D'abord, la multitude et la complexité des indicateurs exigés en amont des subventionnements sont dissuasifs, notamment pour les territoires les plus ruraux. Un maire nous témoignait l'impossibilité de déposer des petits dossiers auprès des services de l'État parce que, je cite, 14 pages pour 1 500 €, les petites communes n'y vont pas. Donc l'évaluation en amont est souvent subite et contrainte par les demandes de financement. Ensuite, l'évaluation se fait seulement par des indicateurs quantitatifs. Or, l'accès à la donnée et son traitement sont difficiles, coûteuses, chronophages pour les collectivités. Les prestations externalisées sont chères, par exemple pour l'alimentation des critères renseignés dans les PCAET. Et justement, dans les PCAET et dans les demandes de financement, la nature des indicateurs est imposée, mais l'évaluation est auto-réalisée par les collectivités, ce qui pose tout de même question. Comment ne pas être juge et partie sans alourdir davantage l'évaluation? Et enfin, les collectivités qui se sont appropriées le principe d'évaluation en font une politique transversale de formation des agents, de sens de l'action, voire de démocratie implicative et de médiation culturelle. Vis-à-vis de ces constats, des besoins s'expriment, comme celui de définir des indicateurs d'évaluation normés nationalement et faciles à suivre. En somme, nous constatons que les collectivités qui ont le plus avancé dans la transition environnementale sont celles dont les sujets de transition s'intègrent dans les politiques sectorielles, économiques, sociales, sanitaires et de démocratie implicative évoquées précédemment. Autrement dit, c'est une politique sectorielle inspirée par les enjeux de transition environnementale qui permet de progresser vis-à-vis des grands objectifs nationaux. Par exemple, Vire Normandie fait de la politique de développement économique local avec l'implantation d'industries locales l'occasion de la réduction significative du bilan carbone des produits manufacturés. Ou Grigny et Chirol de manière différenciée, qui font d'un projet de géothermie l'occasion de la maîtrise d'une tarification sociale de l'énergie. Nous faisons le choix aujourd'hui de présenter deux leviers qui encouragent les collectivités à s'engager dans la transition. D'abord, les indicateurs économiques, qui ont vocation à évaluer dans quelle mesure les projets de transition évitent de la dépense. Par exemple, la ville de Malonnet, de 6 500 habitants au nord de Rouen, dont le DGS Laurent Fussien intervient dans un instant, a développé des indicateurs économiques et le principe de népense sur le modèle des négawatts. Il s'agit d'évaluer le coût de l'inaction et les bénéfices de l'action, et il vous présentera un graphique très parlant à ce sujet. Et ensuite, les indicateurs qualitatifs. Aujourd'hui, la majorité des indicateurs sont quantitatifs. Les chiffres, évidemment, sont indispensables pour apprécier l'objectivité du diagnostic. Cependant, la création d'indicateurs qualitatifs aurait vocation à apprécier la dimension socio-économique de la transition et à produire de la transversalité dans les politiques publiques. Monsieur Fussien va vous expliquer son approche en ingénierie systémique. Donc, Monsieur Laurent Fussien, je vous remercie d'intervenir. Vous êtes DGS de la ville de Malonnet depuis 16 ans et je vous laisse la parole pour 5 minutes. Merci, bonjour Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. Je vais rentrer dans le vif du sujet.
Alors, les indicateurs et l'évaluation doivent, je vais dire une banalité, refléter les objectifs de la politique publique poursuivie, en mesurer les impacts, les écarts et valider ou corriger l'action publique. C'est une évidence, mais elle est au cœur de notre approche du sujet à Malonnet. Je fais un rapide rappel historique pour expliquer notre démarche. En 2007, l'Agence internationale de l'énergie met en évidence les risques de déplétion pétrolière et son impact sur le renchérissement des coûts de l'énergie, et annonce un pic de toutes les énergies pour les années 2020. L'entrée par les coûts de l'énergie tient à Malonnet à la prise de conscience dès 2006 et au regard des annonces et scénarios prospectifs de l'Agence internationale de l'énergie. On identifie une forte vulnérabilité de la commune, de son patrimoine, mais aussi des habitants, à cette inexorable montée des coûts de l'énergie. Les bâtiments méritent de lourdes rénovations, faute d'un entretien suffisant, ou en raison d'une conception trop peu regardante de la performance thermique. Depuis 2012, la commune de Malonnet a lancé un plan pluriannuel de rénovation énergétique de son patrimoine sur les 17 500 mètres carrés de ce patrimoine, un plan très ambitieux et un investissement financier très important. Et nous avons fait le calcul en 2006 de la facture énergétique qui était à cette période de 275 000 €, comprenant les coûts en matière de carburant, de chaleur et d'électricité. Nous avons réalisé toutes ces actions de sobriété, d'efficacité, ces investissements. C'est près de 300 actions qui ont été menées, et pas seulement sur les enjeux énergétiques et climatiques, ce qui nous autorise aujourd'hui à dire que nous portons une transition à visée systémique. Et donc, entre l'année 2006 et l'année 2021, la facture réelle en euros de la ville est passée de 275 000 € à 253 000 €. Nous avons réalisé sur cette même période une courbe que nous avons appelée la courbe sans action, c'est-à-dire une courbe tenant compte des variations des coûts des énergies appliquées de manière plus ou moins linéaire, le carburant, le gaz et l'électricité. Et nous sommes arrivés à une courbe qui passe donc de 275 000 € à un montant de plus de 565 000 € en 2021. C'est le montant, 565 000 €, que nous aurions dû acquitter auprès des fournisseurs d'énergie ou des prestataires de fourniture de chaleur. Et ce delta de plus de 312 000 €, c'est ce que nous appelons le coût de l'inaction. C'est ce que nous avons finalement économisé en 2021. Et cet écart ne fait qu'augmenter, puisque l'énergie continue à augmenter. Et si la commune n'échappe pas, comme beaucoup d'autres, aux tensions actuelles sur les marchés de l'énergie, elle a vu sa facture augmenter considérablement. Nous sommes beaucoup moins touchés, puisque nous avons réalisé 45% d'économie d'énergie, que nos toitures solaires en autoconsommation couvrent plus de 30% de nos besoins en électricité, que nos 3 chaufferies biomasse installées fournissent 65% de nos besoins de chaleur et que 90% des kilomètres parcourus par notre flotte de 15 véhicules sont au GNV ou à l'électricité. Il n'y a pas si longtemps, pour beaucoup de territoires, la transition écologique était vue sous l'angle de la contrainte en temps, en argent, à y consacrer. Ou bien nombreux sont les territoires qui considéraient que ces sujets étaient seulement l'affaire des grosses collectivités, des intercommunalités, des experts, des régions, des grandes entreprises, de l'État. Sur les enjeux de transition énergétique et écologique, nous avons cherché à Malonnet et dans d'autres territoires à transformer ces contraintes et nos vulnérabilités en opportunités, et les charges en bénéfices multiples et les investissements en économie future. Et nous pensons avoir fait la démonstration que finalement, ce qui coûte cher, c'est surtout de ne rien faire. Alors on a joué avec le terme de népenses, entendu comme ces dépenses futures que l'on évite, en faisant un petit clin d'œil au terme de négawatt. Et ça nous permet de faire apparaître une nouvelle comptabilité, celle du long terme. Au-delà de la valeur économique, nous mettons en avant les autres bénéfices de l'action. C'est le pendant de cette approche. Des bénéfices immatériels qui comportent aussi une dimension financière. Et nous appelons cela les effets systémiques au sens de vertu de l'action. Nombre de ces effets des politiques publiques ne se prêtent pas aisément, il faut le dire, à l'évaluation quantitative. Ce qui nous fait dire, au sein de la Fabrique des transitions que nous avons contribué à cofonder il y a quelques années, que ce qui compte vraiment ne se compte pas aisément, mais peut se raconter. Quelques exemples. La rénovation du patrimoine communal, elle redonne du temps de vie à des bâtiments et espaces publics dégradés ou en mauvais état, et permet donc la mise en œuvre de politiques publiques et d'objectifs essentiels. Par exemple, savoir nager pour la piscine,
développer la créativité et le lien social avec une école de musique et des arts, développer la pratique sportive, un déterminant majeur de la santé psychologique et physiologique, développer le lien social, l'apprentissage du vivre ensemble et de la coopération. Ça permet de créer de la valeur à l'échelle locale et donc des emplois, de développer des compétences, favoriser l'autonomie face aux aléas et aux tensions géopolitiques sur les coûts d'approvisionnement en énergie, et le sujet est brûlant aujourd'hui. Ça favorise le maintien du tissu associatif local, un facteur de lien social, de solidarité, de résilience face aux chocs, d'engagement sociétal et peut-être de lutte contre le recul de l'esprit public. En creux, sommes-nous capables de mesurer les coûts liés à l'absence de ces services et de ces équipements? Quel poids carbone si les habitants sont obligés de se déplacer dans une autre commune pour y accéder? Combien coûte finalement l'absence de tels équipements dans une commune en termes de services sociaux, environnementaux, éducatifs, etc. Un autre exemple qui peut paraître anecdotique, c'est une petite action, mais elle nous semble intéressante pour montrer les boucles vertueuses que nous avons réussi à mettre en place. La lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective. Concrètement, les enfants trient et vident leurs restes alimentaires et déchets de plateau eux-mêmes dans plusieurs poubelles et déposent la vaisselle dans des conteneurs spécifiques. Cette action permet de sensibiliser les enfants à cet enjeu du gaspillage et de le réduire, de faire en optimisant les quantités servies aux enfants des économies et réinjectées dans la politique d'achat de la commune en visant une meilleure qualité des denrées, bio et locales notamment, et ainsi en même temps de réduire l'empreinte écologique du service et augmenter les bénéfices en matière de santé, de qualité nutritionnelle et de santé publique. Elle permet d'améliorer l'ergonomie du travail des agents de la ville, qui étaient chargés antérieurement du tri, en réduisant les risques musculo-squelettiques. Elle satisfait les parents qui observent une contribution plus importante de leurs enfants pour débarrasser les tris à la maison. Elle valorise cette initiative proposée par les agents du service de restauration lors des visites nombreuses à Malonnais dans le cadre du développement durable Tours, laquelle reconnaissance stimule en retour leur créativité et leur engagement. D'autres exemples, comme la végétalisation des cours d'école, montrent ces boucles vertueuses. Au-delà de la lutte contre les îlots de chaleur, qui favorisent une meilleure santé des enfants, qui préservent leurs ressources attentionnelles, elle réduit l'agressivité des enfants, autant dire que la réverbération du minéral n'est pas la même que par rapport au végétal. Elle préserve donc leurs facultés cognitives. Elle réduit les coûts d'aménagement et d'entretien, entre le bitume et le végétal, il n'y a pas photo, comme on dit, avec un bilan carbone incomparable. Elle développe la sensibilité et la connaissance, la curiosité par rapport à la nature et aux vivants, leur implication dès le plus jeune âge en les associant à la conception de ces oasis, favorise la montée en capacité et en maturité coopérative des parties prenantes, engagées dans la conception, toute la communauté éducative, et elle modifie le rôle des personnes chargées de la surveillance et de l'encadrement des enfants. Voilà des boucles vertueuses qui nous semblent pertinentes. Et s'il fallait terminer par des bénéfices plus globaux qui sont stratégiques, je peux vous assurer que Malonnais est devenue attractive et accueillante pour des investissements et des projets exemplaires de toute nature. Sur le logement, d'abord, c'est souvent ici que les bailleurs publics et privés viennent réaliser des opérations exemplaires sur le plan environnemental, énergétique, mais aussi sociétal. Par exemple, la création d'un quartier nourricier, une première en Normandie, témoigne de cette capacité d'innovation et de coopération qui est très ancrée dans le territoire. Malonnais est devenu aussi un terrain fertile aux initiatives citoyennes. Une association pour le maintien d'une agriculture paysanne s'est créée en quelques semaines, il y a maintenant 5 ans. Un système d'échange local, des projets coopératifs et solidaires, des jardins partagés, la création d'une future communauté énergétique citoyenne pour partager l'énergie en circuit court. Et puis, comme nous mettons en récit cette dynamique, la visibilité que donne cette trajectoire au travers des retours médias locaux et nationaux, donne un sentiment de fierté aux habitants. Une fierté qui est une vraie ressource pour les mobiliser et qui permet de faire connaître aussi auprès du territoire et de l'ensemble des habitants les initiatives que les citoyens et les parties prenantes portent. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous, votre présentation de votre démarche qui montre vraiment une autre taille de collectivité, la capacité à décliner cet engagement
quelle que soit la taille de la collectivité. Y a-t-il des questions, mes chers collègues? Monsieur Benaroche. Oui, juste une réflexion, une question. La réflexion, elle est très simple. Je voulais vous féliciter. Je vous dis bravo. Vous avez démontré, expliqué ce qu'est l'écologie pratique sur le terrain, appliquée, qu'ont réalisé un certain nombre de villes et de villages français depuis des années. On connaît des exemples. Il y a eu beaucoup de bouquins qui sont sortis, qui sont des récapitulatifs d'exemples de villes et de villages qui ont fait ce que vous avez fait. Vous êtes peu nombreux à l'avoir fait depuis longtemps. Et en tout cas, là où ça a été fait, ça a montré que ça fonctionnait. Et ça a permis aujourd'hui, en période de crise, de montrer à quel point les citoyens, y compris financièrement, pouvaient en retirer un profit. La deuxième chose, c'est une question. Vous avez mis en place des indicateurs qualitatifs. Là aussi, vous avez valeur d'exemple. Dans notre pays, nous demandons depuis longtemps la mise en place d'indicateurs qualitatif qui nous permettrait de remplacer le sacro-saint PIB par tout un tas d'autres indicateurs. Ça a même fait l'objet de projets de loi et de propositions de loi. Est-ce que vous pensez que ces indicateurs qualitatifs ont fait leur preuve dans l'application des politiques que vous menez? Je vous en prie. On est sur des approches très transversales et il est évident que sortir des indicateurs qui sont les nôtres aujourd'hui pour mesurer la création de valeur, pour mesurer les effets positifs de l'action publique en général, mais aussi de l'implication des différents acteurs sur un territoire, sur ces enjeux de transition et de transformation de nos pratiques et potentiellement de nos modes de vie, ont des effets qui sont difficilement mesurables, mais qui pour autant sont essentiels. J'entends souvent parler de la question de la rentabilité, mais est-ce que toutes les politiques publiques engagées sur les questions éducatives, sur les questions de développement de la pratique sportive, qui ont des impacts que nous savons extrêmement stratégiques sur les questions de santé publique, sur la question du lien social, est-ce que nous sommes en capacité de dire que ces projets sont rentables? Est-ce qu'un gymnase, est-ce qu'une piscine est rentable? Elle apporte des services, elle contribue à faire société. Il faudrait qu'on puisse avoir une approche peut-être qui permette d'apprécier la qualité des questions des contributions des parties prenantes, la qualité de coopération, la qualité du bien vivre, la qualité démocratique dans un territoire ou bien au-delà d'un territoire. Bref, on attend, nous, de pouvoir être évalués aussi et notamment appuyés et soutenus sur la base d'un certain nombre d'indicateurs qui ne sont pas seulement des indicateurs mécaniques et quantitatifs, même s'ils sont utiles pour nous, pour mesurer la pertinence d'une trajectoire d'économie d'énergie. On a besoin de savoir combien de kilowattheures on économise. On essaye de gérer le mieux possible les données publiques, et donc on a besoin de savoir quelles économies on réalise. Donc ça se traduit de manière très précise et concrète. Et pour autant, les effets en termes de santé publique, les effets sociétaux, socio-économiques sont difficiles à mesurer, et pour autant, ils sont essentiels. Donc oui, nous sommes en attente de dispositifs qui nous permettent de valoriser les effets et les impacts qualitatifs des politiques publiques. Merci beaucoup, monsieur. Votre intervention permet de boucler avec ce qui a été dit par Benjamin, c'est-à-dire le fait qu'un budget n'est pas qu'une affaire comptable et qu'il y a de la valeur ajoutée en matière sociale et en matière économique. Alors, moi, monsieur, j'aime le mot rentable dans son acceptation initiale, c'est-à-dire la rentabilité, c'est la notion... Un mot un peu désuet pour parler de la valeur ajoutée, mais qui pour moi n'est pas qu'économique ou lucrative. C'est-à-dire il y a une rentabilité sociale à un moment. Voilà, donc c'est un mot qui a un caractère horriblement capitaliste. Mais si on lui rend sa pureté, voilà. Je pense que ça peut être d'une autre nature. Merci en tout cas, vraiment, monsieur. Je suis désolée de devoir... comment dire, mettre un terme à cette partie de notre réunion, parce que le président des départements de France est arrivé, il patiente, mais je ne voudrais pas que l'impatience guette les départements. En tout cas, merci beaucoup, et je suis sûre, encore une fois, comme je l'ai dit à vos prédécesseurs, que nos collègues Guy Benaroche, Pascal Martin et Laurent Burgoa
qui vont porter nos travaux seront sûrement amenés à retravailler avec vous et en tout cas à utiliser ce que nous avons découvert grâce à nos remarquables stagiaires dans nos travaux. Merci, merci beaucoup, monsieur. Merci vraiment. Merci. Merci. Peut-être souhaitez-vous un mot de conclusion? Sinon, moi, je vais le faire. Mais on peut le partager. On peut bien évidemment Voilà. vous renouveler rapidement nos remerciements, bien sûr, pour cette mission. On espère bien évidemment que nos travaux enrichiront autant que possible le rapport sénatorial du premier semestre 2023. Vous avez donc là un panel de collectivités locales, un terreau de réflexion qui, nous l'espérons, permettra des prolongements de réflexion le plus fructueux possible pour la suite. Merci. Alors... On va voir avec On sent que vous inspirez beaucoup. Donc on va voir avec Marc Ledor, si c'est pour Noël ou le 31 décembre. Voilà. En tout cas, au nom de la délégation, je veux vraiment saluer l'excellence de votre travail, l'éclairage que vous nous apportez, que vous avez eu à cœur d'être exhaustif à la fois dans les thématiques, mais aussi assez exhaustif dans le panel de collectivités. Et puis, je crois que vraiment, cette expérience pour nous d'accueil de stagiaires, encore une fois, je remercie vraiment Marc Ledor et toute l'équipe. Voilà, je trouve que c'est d'une richesse, d'un échange. Voilà, donc c'est une expérience fort heureuse sur la porosité qualitative du Sénat. Donc merci à vous et moi je suggère, mes chers collègues, que nous applaudissions très chaleureusement. Voilà. Et merci à mes collègues d'avoir été là ce matin parce que les emplois du temps sont très croisés dans cette maison. Vraiment merci, merci beaucoup. Et nous allons maintenant accueillir le président des départements de France, Monsieur Sauvadet. Merci vraiment.